Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans notre émission Croire. Sous le titre Humain passionnément, nous allons faire connaissance aujourd'hui d'une personnalité du monde scientifique. Son profil, professeur enseignant en biophysique à l'Université de Paris-Nord, et surtout, il fait partie d'une cellule très importante, reconnue dans le monde entier en matière de recherche en cancérologie. Son nom, Horea Porumb. Il est avec nous ici aujourd'hui à Crans-Montana. Bonjour, Bonjour. Professeur. Merci d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Et si on se trouve ici dans un endroit, c'est que vous y venez souvent, je crois, pour prendre quelques jours de congé. Je précise que nous sommes à l'École internationale du Chaperon Rouge. Je tiens à remercier la direction de nous permettre de tourner cette émission avec vous. Et comment vous sentez-vous à Crans-Montana? Toujours très bien. Et surtout ici. C'est des hôtes que j'aime. Alors vous êtes peut-être quelqu'un de stressé, j'imagine, avec tous les cours que vous donnez, mais on va en parler d'ailleurs, et je le sais, j'ai lu un petit peu votre biographie, vous avez un curriculum vitae des plus étoffés, à lui seul cela mériterait une émission, mais hélas, nous devons tailler dans vos différentes activités pour essayer de serrer quelques thèmes, et j'imagine que le thème que nous allons aborder en primeur, c'est celui de cette terrible maladie qui nous touche tous de près ou de loin. C'est bien sûr le cancer, un domaine qui vous est bien connu. Et nous allons par la suite évoquer quelques réflexions sur les valeurs humaines. Mais avant tout, on aimerait savoir qui êtes-vous. Vous êtes de nationalité roumaine, mais encore. Eh bien oui, mon parcours scientifique a commencé en Roumanie. Je suis de nationalité roumaine. Si on peut reprocher pas mal de choses au régime communiste, il faut savoir que l'école stalinienne a été de bon niveau. Ce qui fait qu'à un moment d'ouverture du régime de Ceausescu, j'ai pu obtenir une bourse pour faire mes études à l'étranger, à l'Université de Londres, là où la biophysique a été créée comme discipline par le professeur Maurice Wilkins, celui qui, avec Watson écrit, ont eu le prix Nobel pour la découverte de l'ADN. Rentrant en Roumanie, j'ai découvert que le régime était tombé dans le culte de la personnalité, et parce que j'entretenais encore des relations avec l'Occident, je suis tombé finalement en dissidence. Et je passe sous silence tout l'effort pour quitter le pays. C'est mon épouse surtout qui a joué un rôle essentiel. Et puis arrivé en France en tant que réfugié politique, j'ai été embauché à l'Institut Gustave Roussy, qui est l'un des centres des plus importants de recherche sur le cancer en Europe. En parallèle, je suis enseignante à l'Université Paris-Nord, sauf pour une période d'un an et demi où j'étais scientifique invité à l'Université de Toronto. J'enseigne, entre autres, le cours de master intitulé Génétique moléculaire et biochimie structurale. Je précise que, pour les téléspectateurs, que vous avez atteint un top niveau incroyable et que vous avez un frère également qui travaille à Toronto, lui. Oui, c'est ça, mon frère jumeau. C'est assez extraordinaire. Tous les deux, vous avez plus ou moins les mêmes fonctions. Jusqu'à un certain point, nous avons eu un parcours commun. Ensuite, on a divergé. Et puis, lui, elle est devenu prof très récemment parce qu'il travaillait dans l'industrie. En Amérique, on a 2 semaines de vacances par an. Et puis, une fois devenu prof, il a découvert les longues vacances. Donc, maintenant, il récupère, il me demande de l'accompagner dans des voyages, etc. C'est comme ça qu'on a été sur l'Everest. On a été sur le Nil, mais en descendant en Félix plutôt qu'en amont, comme vont les gens en général en bateau. Donc, c'est ce genre d'aventure qu'il me demande. Donc, vous faites beaucoup de voyages également. Il n'y a pas que votre profession, en fait. Ah non, pendant cet entretien, vous allez voir que je me préoccupe des aspects de la vie, de l'humanisme, de l'humanité. Alors précisément, on constate que vous, en qualité de scientifique, vous avez travaillé dans des laboratoires où la science a fait d'énormes progrès, on le sait. Et tout de suite, je pénètre dans ce sujet, l'espoir de voir un jour le cancer être maîtrisé. Pensez-vous que cela soit possible ? Oui, on espère qu'un jour le cancer deviendrait une maladie chronique, comme le diabète, le rhumatisme, la tension artérielle. Donc on prendra une pilule tous les jours et on vivra avec. Mais est-ce que vous pensez que, selon la science, depuis quand le cancer existe ? Peut-être qu'à l'époque, on y parlait moins qu'aujourd'hui. Certainement, depuis toujours. C'est que le cancer
naît à cause de l'accumulation de mutations dans une seule cellule devient malade et accumule par hasard des mutations dans son ADN. Et cette cellule ensuite devient immortelle et se développe à l'infini. Maintenant, on vit plus longuement qu'avant. Donc, on a le temps de développer ce cancer. Et ça se voit mieux que dans le passé. Mais il existait depuis toujours. D'accord. Et quand on parle de l'origine des cancers, on le dit d'ailleurs, je ne sais pas, vous allez peut-être me le prouver, on parle que 15% des cancers sont d'origine génétique et 85% sont dus aux habitudes de vie. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, je ne veux pas entrer dans des détails trop techniques, mais donc, pour qu'une cellule devienne cancéreuse, il faut qu'elle accumule, elle seule, 3, 4, 5 mutations dans la même cellule. Peut-être on hérite une ou deux mutations d'une manière génétiquement, disons, contrôlée. Et puis les autres, quand même, on les acquiert pendant la vie. Alors, quels sont les facteurs qui contribuent au cancer? Il y a des facteurs physiques, la radiation cosmique, surtout quand on vole en avion. La radiation naturelle, c'est le radon radioactif qui est émané surtout des roches, telles qu'ici dans les Alpes. Puis il y a des virus, etc., qui tous bousillent l'ADN. Ça, c'est l'aspect physique. Puis il y a la cancérogénèse chimique, il y a les pesticides, les polluants, toutes ces molécules qu'on ingère et qui détruisent l'ADN. Il faut savoir que l'organisme a la capacité de combattre, mais on la dépasse. Et c'est ainsi qu'on reste avec des mutations qui s'accumulent dans les cellules. Mais dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que dans la nourriture que nous absorbons tous les jours, est-ce que les gens peuvent être victimes d'un cancer à cause de la prise de nourriture? Je n'ai pas l'autorité d'affirmer ça, mais il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a des cochonneries qu'on devrait, si on pouvait, éviter. Et puis vous pensez qu'il y a une augmentation de cancer depuis un certain nombre d'années ou pas? Puisqu'on en parle tellement aujourd'hui, tout est médiatisé, je suppose, qu'on parle et qu'on ne parlait pas avant, mais il n'y a pas forcément augmentation, ou bien? Vous allez être étonné de ma réponse. En fait, non. On les voit parce qu'on vit plus longtemps. On a le temps qu'il se développe, parce que ça prend 5, 15 ans pour un cancer de se développer. Maintenant, puisqu'on vit plus âgé, on a le temps de le constater. Mais c'est vrai qu'il y a des facteurs de risque qui n'existaient pas dans le passé. Et puis parmi ces facteurs de risque chimiques, entre autres, c'est le tabagisme. Et puis un autre facteur aggravant, c'est le surpoids. On en parlera peut-être un peu plus tard, parce que j'ai prévu quelques questions à cet effet. Ce que je vous propose, professeur, c'est de regarder maintenant une interview que j'aimerais que vous puissiez réagir ensuite. Nous nous sommes rendus avec l'une de nos équipes Antidote auprès du docteur Sandro Anchisi, médecin-chef en oncologie à l'hôpital de Sion. Et on lui a posé la question sur les cancers qui se développent. On dit qu'une personne sur 2 développe un cancer. On dit que c'est la première cause de mortalité. Pourquoi? Quels sont les types de cancers et également les facteurs? Alors, le docteur Anchisi nous répond à ça. Docteur Sandro Anchisi, près d'une personne sur 2 qui naît aujourd'hui développera au cours de sa vie un cancer. C'est en phase de devenir la principale cause de mortalité. Comment est-ce qu'on explique cela? On explique ce phénomène, je pense, en numéro 1, parce qu'il y a eu de grands progrès dans la prévention des autres maladies qui étaient au fond à l'origine du décès des personnes avant. C'était les maladies, des infections en premier lieu, et puis maintenant les maladies cardiovasculaires. Et puis au fond, ces progrès-là font que les gens vieillissent suffisamment longtemps pour développer ou vous laisser apparaître développer des cancers. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va développer un cancer alors qu'une autre pas? Je pense qu'il y a une grande partie du hasard. On a quelques pourcentages de cancers qui sont à prédisposition génétique. On a des personnes qui naissent, qui partent dans la vie avec déjà un bout du chemin qui a été fait, soit parce qu'il y a des anomalies génétiques qui sont existantes, soit des anomalies qui prédisposent à acquérir d'autres anomalies. Mais ça concerne, suivant les tumeurs, entre 5, 10,
peut-être 15% des cancers. La grande majorité des cancers sont liés à la balance entre les outils qu'on a dans notre sacoche pour réparer les dégâts liés à la vie et puis les agressions qu'on va avoir sur notre chemin. Quels sont-ils, ces principaux facteurs de risque? Les principaux facteurs de risque sont des facteurs liés au style de vie. Le numéro 1, c'est le tabac. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a l'alcool qui peut jouer un rôle aussi. Il y a l'alimentation, pauvre en fibres, en fruits ou en légumes, qui peut aussi favoriser ces cancers. Voilà donc quelques aspects du docteur Sandro Anchisi. Est-ce que vous confirmez ce qui a été dit? Oui, je souscris à tout ce qu'il a dit. Effectivement, maintenant, on ne tombe pas dans la salle de bain, on a moins d'accidents d'empoisonnement de champignons, etc., qui avant représentaient 10% de la mortalité. En plus, oui, tout a été dit. Je relève tout de même le tabagisme, qui est quand même quelque chose de forcément très grave. 30% des cancers peuvent être liés au tabac, et non seulement le cancer des poumons, de la vessie, du gastrique, etc., sont liés au tabac. Donc on pense que si on réduisait le tabagisme à zéro, on réduisait le risque de cancer de 30%. De moins. De moins. Et l'autre 30%, c'est à cause de l'obésité. Alors justement, on va parler de cette obésité. On parle de l'obésité comme une épidémie mondiale, dont le surpoids est bien sûr une cause qui entretient le cancer. Oui, c'est que le tissu graisseux n'est pas seulement un dépôt de graisse, il est une glande qui sécrète de l'estrogène. Et l'estrogène nourrit la tumeur et provoque, induit, entretient la prolifération cellulaire. Donc si on revenait aux tailles normales d'autrefois, on réduisait encore de 30% le risque de cancer. Alors, pour vous, l'obésité, c'est tout de même important. Enfin, je veux dire, il faudrait faire du sport, il faudrait en tout cas ne pas trop être statique, si j'ai bien compris. Tout ce qui contribue à l'allure sportive et à la vie saine, physique et psychique. Et psychique, oui, c'est important. Aiderait à la prévention. Oui. Et puis vous évoquiez tout à l'heure les radiations naturelles, et vous savez qu'ici, en Valais, nous avons un aéroport qui fonctionne bien avec des avions militaires. J'aimerais vous poser la question sur les émanations de kérosène, etc. Est-ce que ça peut influencer donc un cancer qui pourrait subvenir? Je ne suis pas au courant d'études sérieuses sur ce sujet. Je ne peux pas vous répondre. C'est difficile à dire. Mais enfin, vous parliez tout à l'heure de radiation due au voyage en avion, la radioactivité, ça aussi. Mais comment éviter? Comment éviter? C'est difficile pour l'être humain d'éviter tout ça. C'est pourquoi des pilotes et des hôtesses d'air ne font pas ce travail toute la vie. Parce qu'on sait qu'ils accumulent de l'irradiation que l'organisme ne peut plus ensuite combattre. Quant au radon radioactif, il est inévitable, surtout dans les parties où il y a du granit. Mais les paysans savent depuis toujours mettre les maisons sur des piloris pour que le radon s'échappe et qu'il ne pénètre pas dans la maison. Prenons un exemple, Fukushima. Est-ce que vous pensez que ces nuages qui partent peuvent atteindre des personnes sur un autre continent en matière de cancer? Le Fukushima est un événement médiatisé, mais de minime importance. À votre avis? Mais oui. C'est du cirque habituel. Ah d'accord. Ben, c'est bien de le dire. On prend cet avis d'un spécialiste. Je vous en remercie parce que beaucoup de gens se posent des questions. Je ne suis pas spécialiste en irradiation, mais quand même. Alors moi, j'aimerais arriver sur quelque chose d'assez important. En fait, vous êtes impliqué dans cette recherche liée à la recherche cancérologique sur la découverte des agents thérapeutiques. Est-ce que vous avez déjà été impliqué par la découverte d'un médicament qui pourrait enrayer une certaine forme de cancer? Je ne veux pas me vanter, mais j'ai toujours été dans les premières lignes. D'abord, j'ai fait mon doctorat à l'époque où on découvrait les chimiothérapies qui sont encore en utilisation aujourd'hui, mais ils sont dotés d'effets secondaires terribles qu'on a voulu éviter par la découverte de médicaments plus spécifiques. Entre autres, ce sont les oligonucléotides, et là, de nouveau, je ne veux pas entrer dans les détails, mais qui peuvent cibler